Merci beaucoup. Alors, j'insisterai pour commencer sur la nécessité de poser un cadre méthodologique et conceptuel pour appréhender l'objet testimonial. Clarification et rigueur scientifique sont ici d'autant plus nécessaires que, d'un certain point de vue, tout est témoignage, enfin, au sens large du terme en tout cas, c'est-à-dire au sens où toute chose témoigne toujours d'autre chose que d'elle-même. Telle ammonite fossilisée témoigne de la faune du Jurassique, et même telle ampoule allumée témoigne du passage d'un courant électrique. Et de fait, depuis que ce terme redoutablement polysémique, le témoignage, a quitté les espaces judiciaires et religieux pour essaimer dans différents domaines, l'empire du témoignage, entre guillemets, donc toujours pris au sens large, n'a cessé de s'élargir pour donner aujourd'hui l'impression, dans une économie médiatique qui marche au témoin, comme dit François Hartog, que le témoignage a envahi tous les pans de la sphère sociale. Alors, il existe certes un rapport entre une déposition sous serment dans l'enceinte d'un tribunal, un document historique que les historiens travaillent à faire parler, les témoignages de foi ou de conversion dans la tradition chrétienne, les écrits d'un rescapé des camps de la mort et les confessions télévisuelles de tout acabit sur des sujets de société aussi divers que le viol, le surendettement ou les extraterrestres. Mais force est de reconnaître que le terme reçoit des définitions qui diffèrent assez radicalement selon les pratiques sociales auxquelles il réfère. En entamant une thèse de littérature et linguistique sur le témoignage, j'envisageais pour ma part de le définir comme genre littéraire, c'est-à-dire de pourvoir le témoignage d'éléments de caractérisation qui vaillent pour son usage en littérature. Où, là encore, en littérature, on peut avoir l'impression que tout est témoignage, toute production écrite relevant de facto de ce que Marc Bloch appelait les témoignages volontaires. C'est-à-dire, si l'enquête d'Hérodote témoigne des grandes et merveilleuses actions accomplies tant par les Grecs que par les barbares, on peut considérer aussi que la princesse de Clèves témoigne de la vie à la cour des Valois dans les dernières années du règne d'Henri II. Mais donc, s'il est licite de considérer les œuvres littéraires comme des documents historiques, il faut tout de même distinguer entre les textes porteurs d'une intention de témoigner et ceux dont le caractère testimonial est le fruit d'une réinterprétation a posteriori à l'aune de nos propres concepts. Les mémoires de Louise Michel ont été écrits, par exemple, à des fins plus proprement testimoniales qu'Émose et Camée de Théophile Gautier. Comme le dit Philippe Lejeune dans le Pacte autobiographique 2, Philippe Lejeune qui était attelé lui aussi à une entreprise de description générique, définir, c'est exclure. De distinction en distinction, donc j'ai circonscrit mon objet à une catégorie d'ouvrages spécifiques, les récits rédigés par des témoins survivants des conflits majeurs du XXe siècle, témoignant de leur expérience dans un livre publié. J'ai ainsi constitué un corpus d'environ 300 ouvrages rendant compte de 3 types d'expériences, celle du feu pendant la Grande Guerre, celle de l'univers concentrationnaire sous le nazisme et celle de la torture pendant la guerre d'Algérie. Ouvrages que relie un même projet fondateur qui les rapproche génériquement par-delà le caractère transversal de l'approche que j'ai adoptée. Ce projet, c'est celui de témoigner devant l'histoire et de ce qu'ils ont enduré, de ce que ces auteurs témoins ont enduré sous les coups d'une violence politique. Alors, geste élémentaire de déontologie interprétative, je cite François Rastier, mon directeur de thèse, toute œuvre à interpréter doit être replacée dans le corpus auquel elle se rapporte en fonction du projet qui a présidé à sa génération. Cette circonscription stricte de mon corpus, épistémologiquement nécessaire, m'a en même temps permis d'échapper au confusionnisme qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble hétéroclite de la littérature dite de témoignage, qui contient des textes au statut générique très différent. En effet, la littérature de témoignage a beau être très en faveur dans la recherche littéraire française, le canon qui s'est constitué depuis les années 90 tient plus du fourre-tout que du corpus. C'est-à-dire qu'on regroupe sous cette étiquette littérature de témoignage toutes sortes de textes selon un critère obscurément thématique et tout ce qui a rapport à la guerre, au génocide et au mal même en général. Et dans le groupe composite ainsi créé, les témoins véritables côtoient les romanciers plus ou moins bien intentionnés et les faux témoins avérés. Le problème, c'est que cette hétérogénéité du corpus, qui s'explique notamment par le manque de cohérence des approches critiques du témoignage, nuit au témoignage proprement dit.
dont la majorité se trouve éclipsée par des genres ayant acquis une plus grande légitimité en littérature, à commencer par le roman. Ce qui nous renvoie aux propos prémonitoires de Bernard Dort, qui, s'interrogeant en 1953 sur le succès du roman « La 25e heure » de Gheorghiu, avait soulevé, je le cite, le problème de toute littérature dite de témoignage, un concept qui déjà s'annonçait trop englobant pour être opératoire. 60 ans plus tard, la tendance à considérer que la mise en texte littéraire de l'histoire des guerres ou des génocides, c'est-à-dire le plus souvent leur mise en roman, relève automatiquement du témoignage, s'est accrue. Alors, partant de ces différents constats, j'ai fait l'hypothèse, en plaçant mes pas dans ceux de François Rastier, que le témoignage engage une analyse en termes de genre, seul à même de faire la lumière sur un corpus d'ouvrages existants dont les spécificités restaient occultées, et restent occultées aujourd'hui encore par la confusion avec d'autres genres. Pour objectiver ces spécificités, j'ai numérisé une partie des ouvrages de mon corpus et je les ai soumis à des logiciels informatiques d'analyse textométrique, en l'occurrence Hyperbase et Lexico 3, qui m'ont permis de repérer des caractéristiques difficilement perceptibles à l'œil nu et de caractériser le témoignage dans son opposition à d'autres genres, mitoyens ou antagonistes, en particulier d'établir des distinctions entre le témoignage d'un côté et de l'autre les mémoires, l'autobiographie, le roman, le faux témoignage aussi, bien sûr. Corpus de contraste donc, qui s'est révélé essentiel au dispositif global de ce travail en tant qu'objet d'étude contrastif. Voilà, donc je vais présenter quelques résultats de cette recherche en retraçant d'abord les grandes étapes de l'histoire du genre, puis en me concentrant sur la question de l'usage et des mésusages du témoignage. Alors, il est précisé dans l'argumentaire de ce colloque que la figure du témoin avait été portée par plusieurs grandes vagues testimoniales à partir de la Première Guerre mondiale. Il est vrai que le genre testimonial, qui fut longtemps disgracié et qui a connu une histoire mouvementée, ce genre donc naît pendant la Grande Guerre, me semble-t-il. En tout cas, la Grande Guerre constitue pour lui un moment matriciel. Il est tentant, évidemment, quand on fait l'histoire d'un genre, de remonter toujours plus loin dans le temps, de céder à ce que Marc Bloch appelait l'obsession embryogénique, pour chercher des précurseurs au genre. Le fait est que les bagnards et les esclaves ont écrit et que les protestants ont laissé des textes attestant leur persécution. Sans aller jusque-là, l'excellent article de Jean-Louis Janel, qui est paru en 2004 dans la revue Littérature, qui s'appelle « Pour une histoire du genre testimonial », fait remonter la naissance du genre à la Commune. Il me semble pourtant que pour plusieurs raisons, l'avènement sur la scène éditoriale française d'une catégorie d'ouvrages distincts à la fois du roman, de l'autobiographie et des mémoires date plutôt de la Grande Guerre et que donc, le témoignage est bien comme tel un objet du XXe siècle. Alors, plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer que le témoignage prenne naissance à ce moment-là. D'abord, les effets ravageurs de la puissance de feu qui induisent de nouvelles manières de souffrir et de mourir à la guerre, dont les poilus se font le serment de témoigner s'ils en réchappent. Le grand nombre d'appelés engagés dans le conflit, des civils et non des militaires de carrière, de tous âges et de tous milieux sociaux. Le taux d'alphabétisation le plus important que le pays ait connu, grâce à la loi du 28 mars 1882, qui 32 ans plus tôt avait rendu l'instruction obligatoire et qui permit aux poilus de narrer leur expérience. Le grand nombre de textes produits, et à ces différents facteurs s'en ajoute un autre, tout aussi essentiel, à savoir que c'est pendant la Grande Guerre que le témoignage comme genre commence à faire l'objet d'une réflexion critique, celle-ci apparaissant comme consubstantielle au genre. Cette réflexion est donc le fruit de l'entreprise critique d'un homme dont on vient de parler, Jean Norton Crue, professeur de lettres, qui a passé 18 mois dans les tranchées et qui s'est mis en quête, dès son arrivée au front, de repérer les récits de combattants qui rendaient le mieux compte de l'expérience qu'ils étaient en train d'endurer. Or, quelle ne fut pas sa surprise de constater que les légendes de guerre et autres fausses nouvelles qui fleurissaient dans la presse à destination de l'arrière se retrouvaient aussi sous la plume des poilus qui, intoxiqués par la mystique guerrière, dépeignaient une guerre flamboyante dans des récits épiques empruntant beaucoup à la légende napoléonienne et rendant mal compte de la réalité de leurs souffrances, perpétuant par là même le mensonge sur la guerre qui sévit depuis la nuit des temps et qui fait son prestige. Alors Jean Norton Crue en déduit que tous les témoignages ne se valent pas, et donc il nécessite d'être examiné de très près, et se lance dans un travail d'expertise de grande ampleur, fondé sur sa propre expérience de la guerre,
d'un côté, et de l'autre, sur une analyse serrée de tous les livres de combattants parus entre 1915 et 1928, 304 ouvrages au total. Pose sur des mesures quasi statistiques, consiste à rapporter les textes les uns aux autres en prenant en compte un faisceau de critères situés à différents niveaux d'analyse. Expérience vécue par chacun des auteurs, durée de leur séjour au front, nature de leur projet d'écriture, choix du genre, ordonnancement du récit, modalité énonciative, temporalité narrative, choix de contre-modèles, récurrence de certains motifs et absence de certains autres. Voilà, donc Témoin, gigantesque ouvrage critique paru en 1929, rend compte des résultats de ces analyses, d'où il ressort beaucoup de choses, mais entre autres que, d'abord, tous les rescapés ne se sont pas astreints à la même fidélité aux faits dans leur description de la guerre, et que certains ont entrepris de faire connaître aux vivants le visage de la guerre réellement vécue. Donc, partant, il s'agit pour Cru de démontrer la valeur à la fois documentaire et littéraire, c'est tout un pour lui, des meilleurs témoignages par opposition aux récits mystificateurs. Donc, selon une méthode contrastive, il tente d'attirer l'attention du lectorat sur l'éloquence maigre de la prose testimoniale des quelques survivants, une trentaine au total, qui furent souvent les plus exposés au danger, qui, selon lui, ont fait œuvre de témoins véritables, en s'affranchissant des artifices littéraires en vigueur et des thèmes de légende, et en s'en tenant à la description de leur expérience propre. Ils sont parvenus à inventer une nouvelle manière, sobre et précise, de narrer leur expérience. Un peu soucieux d'immortaliser leurs exploits, réels ou fictifs, ils ont osé dire leur peur et se sont attachés à décrire la guerre telle qu'elle est, dénonçant d'un même geste ses horreurs et le mensonge dont se nourrit la mystique guerrière, ce qui leur valut d'être souvent censurés. Voilà, donc Jean Norton Crue démontre qu'en faisant œuvre de témoin, ces hommes ont fait œuvre. Autrement dit, que le témoin véritable est en même temps un véritable écrivain. Mais outre que le lectorat de l'entre-deux-guerres privilégie les romans, donc on retrouve la problématique dont François Rastier parlait tout à l'heure, dans lesquels la guerre se fait à la baïonnette et au couteau, la démarche de Jean Norton Crue n'est pas comprise, si bien qu'une bataille critique s'engage déjà dans l'entre-deux-guerres, face à Crue critiquant les méthodes des romanciers à succès et leur opposant le projet éthique des témoins. Les spécialistes de la chose littéraire font front, invoquent la muse et se gaussent de ces textes qu'ils tiennent pour des souvenirs insignifiants d'écrivains non professionnels, je cite Roland d'Orgelès, ces pauvres reliques que des survivants vieillis sortiront un jour du tiroir et qui n'ont d'intérêt que pour leurs signataires. Voilà, une phrase du critique André Terrive dans Le Temps résume bien le point de vue dominant des milieux littéraires. Le témoignage de 100 000 tartempions ne vaut pas la demi-fiction conçue par un grand homme. Bref, la critique n'a que faire de l'entreprise de démystification en quoi consiste le témoignage, et le genre ne parvient pas à trouver son public dans la France de l'entre-deux-guerres. Très vite, on oubliera les réflexions de Crue, comme on oubliera les témoignages des poilus, condamnés à se perdre et s'ensabler dans un désert d'indifférence, comme dira Maurice Genevoix en 1959. Alors, le témoignage réapparaît à la libération des camps nazis, dans le sillage du procès de Nuremberg et de la mise au point du concept juridique de crime contre l'humanité, qui va venir consolider le genre dans ses fondements. En tant que pratique sociale, un genre est toujours afférent à un contexte historique et politique. En rédigeant leur histoire et en la publiant, les témoins inventent une manière d'accompagner le processus judiciaire. Ils conçoivent leurs témoignages comme autant d'actes d'accusation déposés devant l'histoire au nom des morts, à l'adresse des vivants. Mais les récits des survivants des camps connaîtront peu ou prou le même sort que celui des combattants de la Grande Guerre. Dès 1947, les éditeurs se montrent réticents à publier des témoignages, car le lectorat s'en détourne à nouveau au profit des romans, là encore, qui commencent à paraître donc, sur les camps, et que rares sont les critiques à accorder de l'attention aux récits de témoins, à quelques exceptions près, dont Claude Roy dans Europe et Jean Quérol dans Esprit. Et on voit peu à peu renaître le débat qui avait opposé Jean Norton Crue aux critiques de l'entre-deux-guerres. Jean Quérol, donc survivant de Mauthausen, monte au créneau pour défendre dans son article « Témoignages et littérature » ces livres essentiels que sont les témoignages, qui tranchent avec ce qu'il appelle le folklore de l'extermination, dont il voit poindre les ingrédients dans certains romans à succès de l'immédiate après-guerre, dont La mort est mon métier. Alors, Quérol alerte les esprits, je le cite, « Du moment où un homme de lettres refait un camp de concentration à sa guise et en suivant sa propre imagination, il a toutes les chances de recueillir la confiance des lecteurs. Quant aux témoins, on ne leur demanda que de prêter serment et de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et on ne les crut pas. »
Voilà, donc deux lignées s'affrontent tout au long du siècle. Aux romanciers à succès, maîtres de l'épouvante lucrative, s'opposent les défenseurs du témoignage, survivants, critiques ou historiens, qui, depuis 1914, dénoncent ce que Raoul Hilberg appelle les pratiques suspectes de certains romanciers et détaille les vertus de l'entreprise testimoniale. Ainsi, quand Roger Herrera, un autre critique, opposera 16 ans après Jean Quérol la vérité de l'expérience du mal à l'horreur vendeuse dans un article intitulé « La déportation comme best-seller », les premiers romanciers révisionnistes seront venus grossir les rangs des ennemis du genre testimonial. Voilà, donc il faut attendre la guerre d'Algérie pour que le témoignage apparaisse sur le devant de la scène éditoriale française. La publication de La Question d'Henri Alleg en 1958 marque un tournant dans la guerre. Grâce aux éditeurs prêts à relayer leurs paroles, Lindon, Maspero, Le Seuil essentiellement, les victimes peuvent révéler les violences qu'elles subissent presque en temps réel. S'imposant comme un instrument essentiel de la dénonciation de la guerre et des pratiques qui y ont cours, le témoignage devient une véritable arme de guerre capable de peser sur le cours des événements. Mais, outre que la plupart de ces textes sont finalement heurtés à un oreiller de silence, pour reprendre l'expression de Pierre Vidal-Naquet, la quasi-totalité d'entre eux sont aujourd'hui oubliés. C'est ce petit corpus spécifique de témoignages de la guerre d'Algérie. Donc, ce qui me permet de dresser un premier bilan à l'issue de ce bref récapitulatif historique. Situé aux confins de trois discours, juridiques, historiques et littéraires, le genre du témoignage n'a longtemps obtenu droit de cité dans aucune discipline. En littérature, par exemple, la question de la valeur littéraire du témoignage continue de faire problème. Si bien que des dizaines de textes remarquables se sont retrouvés pris dans un angle mort à la frontière de ces disciplines, et notamment de la littérature et de l'histoire, sans acquérir une pleine légitimité dans aucune d'entre elles. À l'exception de quelques témoignages, alors Genevois quand même tardivement pour la Grande Guerre, Lévy pour les camps, qui fut tardivement canonisé lui aussi, Henri Alleg pour l'Algérie, quelques témoignages qui semblent aujourd'hui valoir métonymiquement pour tous les autres, alors même que le genre du témoignage récuse ce type d'emblématisme. Les voix des témoins sont destinées à résonner ensemble et non à se recouvrir les unes les autres. Tout cela incite à se montrer prudent vis-à-vis de la formule consacrée d'ère du témoin qui, telle que définie par Annette Wiewiórka, s'assimile davantage à une ère de l'émotion bruyante à base de souffrances médiatiquement exhibées qu'à une redécouverte des témoignages du XXe siècle. Alors, j'en viens à ma deuxième partie qui sera plus courte. Faire bon usage des témoignages suppose de ressaisir le projet qui est au fondement du genre et qui détermine les principales caractéristiques des textes qui y ressortissent. Concernant ces caractéristiques, je passerai assez vite ici sur ce que j'ai appelé le contrat testimonial, qui est le pacte générique que l'auteur d'un témoignage scelle avec son lecteur à l'orée du livre, d'où la fréquence des préfaces autographes dans les témoignages. Au terme d'un protocole d'attestation personnelle qui lui permet de s'identifier formellement, l'auteur témoin s'engage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ça permet au récit de se soutenir de la fonction probatoire des trois formules clés du témoignage « j'y étais, j'ai vu, je le jure ». Le sociologue Renaud Dulon ayant montré dans Le Témoin oculaire qu'il n'existait pas dans notre langue de manière plus décisive que l'attestation personnelle, le fameux « j'ai vu », qui de fait jalonne les textes de mon corpus, pour établir un fait. Le contrat testimonial se fonde sur un pacte avec les morts qui fait du survivant un témoin mandaté soumis à un certain nombre de devoirs, s'en tenir à son expérience propre, s'exprimer clairement, ne rien exagérer, ne pas chercher à se faire valoir dans son texte, ne pas esthétiser les choses pour le plaisir du lecteur, ne pas le violenter non plus en cherchant à exercer sur lui des effets de sidération qui inhiberaient la réflexion. Devoirs qui donnent au témoin des droits. Le droit à l'erreur, le témoin écrit un texte de bonne foi, mais il sait mieux que personne que sa mémoire peut le jouer. Le droit de ne pas être original, les témoins pratiquent un refus de la distinction qu'ils érigent en principe. Le droit de n'être personne, les auteurs de témoignages ne comptent pas, comme les mémorialistes, parmi les grands hommes de leur temps, il y a une distinction là aussi. Le contrat testimonial, les droits et les devoirs qu'il confère à l'auteur, tout cela définit le projet éthique du témoin qui se décline en un certain nombre de missions, attestation, éducation, hommage aux morts, et projet qui lui-même détermine l'esthétique du témoignage sur laquelle je ne m'arrêterai pas ici pour pouvoir me concentrer. Pour finir sur un plan qui me semble essentiel concernant les usages et mésusages que l'on peut faire de l'objet testimonial, expertise. En effet, il ne faudrait pas confondre la critique des témoignages, c'est-à-dire leur examen,
leur expertise, qui est une étape indispensable pour conférer au texte toute leur valeur, et qui est une étape que les témoins appellent de leur vœu, qui semble toujours dire lisez, soupesez, comparez et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Donc il ne faudrait pas confondre la critique du témoignage avec la mise en cause du témoignage en tant que tel, c'est-à-dire le dénigrement de l'objet testimonial tel que le pratiquent par exemple les négationnistes. Cette confusion, plus fréquente qu'on ne le croit, a pu notamment aboutir à ce que l'on confonde l'activité philologique que Jean Norton Crue a déployée autour de son corpus avec le travail de sape de la parole testimoniale d'un Paul Racinier. C'est donc sur la question de l'expertise que je voudrais finir, question à laquelle ont nécessairement dû se confronter tous ceux qui, dans diverses disciplines, ont eu à réfléchir sur l'objet testimonial, et ce, depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où les progrès de la technique, en l'occurrence les progrès de la photographie, sont venus mettre un terme au crédit qu'on accordait spontanément aux témoins dans les tribunaux. En justice, le témoignage avait une valeur de preuve extra-technique depuis l'Antiquité. Et voilà que la photographie faisait apparaître au grand jour les erreurs commises par les témoins oculaires, posant du même coup la question des failles de la mémoire et de la reconstruction a posteriori. Cette prise de conscience de la faillibilité toujours possible du témoin a eu pour effet d'introduire au cœur de la parole testimoniale les ferments de son propre questionnement, soit une dimension autocritique qui fait aussi sa valeur. Cette prise de conscience, à l'aube du XXe siècle, a inauguré la réflexion scientifique sur l'objet testimonial en posant d'emblée l'hypothèse heuristique que tous les témoignages ne se valent pas, ce qui ne signifie pas, encore une fois, que le témoignage comme tel ne vale rien. Tous les témoignages ne se valent pas, c'est l'hypothèse de Jean Norton Crue dans Témoins. En effet, lui qui écarte d'emblée les non-témoins de son corpus, les auteurs qui prennent la Grande Guerre pour objet sans en avoir une connaissance directe, constate très vite que parmi ceux qui ont vu, même brièvement, il y a évidemment de plus ou moins bons témoins, plus ou moins bons observateurs, dotés d'une mémoire plus ou moins fidèle, plus ou moins bons écrivains aussi. Bref, que tous les témoignages ne se valent pas, mais qu'en même temps, la valeur de chacun d'eux dépend de l'existence de tous les autres. Alors, ça se vérifie doublement. D'abord parce qu'en se corroborant ou en s'infirmant mutuellement, les textes permettent au lecteur de reconstituer ce qui peut l'être de l'événement à partir d'un faisceau de points de vue qui le quadrille tant spatialement que temporellement. C'est l'un des aspects de la dimension collective du genre. Ensuite, parce que les textes relatifs à un même événement nécessitent, pour prendre toute leur valeur, d'être comparés les uns aux autres de manière systématique. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de témoignage sans critique du témoignage. C'est pourquoi Jean Norton Crue tient compte, pour évaluer les ouvrages de son corpus, d'un faisceau de critères. État de service de l'auteur et son âge, date de rédaction, genre et longueur du texte, parti pris éthique et esthétique, mention de date, présence de certains thèmes, annexes et illustrations aussi, éventuel prix littéraire, enfin tout entre en compte, critères qu'il considère simultanément pour évaluer chacun en fonction de l'ensemble du corpus existant. Chaque témoignage recevant sa valeur différentiellement par rapport à tous les autres. Ce qui lui permet par exemple de montrer que les meilleurs témoignages sont ceux des combattants qui ont été le plus longuement exposés au danger. Le tableau final de témoins, où les auteurs se trouvent classés en 6 catégories, qui n'a pas été compris à l'époque et continue à ne pas toujours l'être aujourd'hui, rend compte de tout ça. C'est-à-dire, comme il le dit lui-même, c'est le livre entier qui rend compte de ce classement final. La manière dont il est composé permet que se dégagent, par recoupement systématique, des constellations sémantiques. Les témoins, les mauvais témoins ressassent les mêmes thèmes, assaut à la baïonnette, affluence d'espions, cannibalisme, agrémentés de phrases identiques, et font par ailleurs silence sur les mêmes aspects, la peur du soldat, le calvaire de la pluie, etc., qui sont moins sensationnels. Ceux-là, Crue n'hésite pas à les appeler des faux témoins. Et de fait, les outils lexicométriques que j'ai utilisés dans ma thèse m'ont permis de confirmer certaines de ces hypothèses, et notamment celle qui veut que, sur certains plans, il n'y ait pas de solution de continuité entre le mauvais témoignage et le faux témoignage. Alors, sur le plan thématique notamment, on repère des motifs communs au mauvais témoignage et au mauvais roman historique, enfin, au mauvais témoignage, au roman historique et au faux témoignage. L'abondance, par exemple, de fluides et de sécrétions. Salive, sueur, boyaux, cervelle, filets gluants s'écoulant des tas de cadavres, vomi, alors qu'on n'a souvent rien à vomir dans le témoignage, sang,
Le motif du sang, Jean Norton Crue parlait du motif des fleuves de sang à l'œuvre dans les récits de la Grande Guerre qu'il jugeait les plus faibles. La fréquence du mot sang constitue un critère de discrimination entre témoignages et faux témoignages, encore sur le corpus des camps. Bien sûr, excrément. Jean Norton Crue remarquait déjà que l'abus de la scatologie va rarement avec des témoignages mesurés. Il en va des odeurs comme des liquides, épaisses, diffuses, poisseuses, non cernées. Les exhalaisons qui visent à créer un effet d'authenticité sont du côté du mouvement indéfini et de l'imperfectif qui caractérise le faux témoignage. De même, on distingue un bestiaire du faux témoignage, dominé par les rats anthropophages, qui diffère donc ce bestiaire de celui du témoignage centré autour des poux et des punaises. Alors, sur le plan narratif, les témoins pratiquent peu d'effets de suspense ou de contraste par opposition aux auteurs de fiction. Donc, encore une fois, par auteur de fiction, j'entends romanciers sensationnalistes et faux témoins, qui pratiquent une esthétique cinématographique avec une focale très mobile et des effets de travelling et de zoom dans une succession quasi ininterrompue de scènes d'horreur baignant dans un pathos dont Bruchstücke, fragment de Benjamin Wilkomirski, faux témoignage à succès, alors qu'encore une fois, les témoignages, eux, n'en ont guère eu de succès, offre un exemple magistral avec son déploiement d'invraisemblance gore. Là où le témoignage s'est élaboré en prenant le contre-pied de certains genres, dont le roman de guerre, le feuilleton, l'article de presse, le compte-rendu militaire et les mémoires, les faux témoins spéculent sur les attentes du public avec lequel ils ont en partage leur expérience des fictions guerrières. Voilà, donc les plans à considérer sont nombreux. J'insiste sur la notion de faisceau de critères sémantiques pour définir un genre. Un seul, évidemment, ne suffirait pas pour établir des distinctions entre témoignages et faux témoignages. Sur ce plan, on ne peut que répéter les propos de Marc Bloch, qui rappelle, dans Apologie pour l'histoire au métier d'historien, que la critique du témoignage, qui travaille sur des réalités psychiques, demeurera toujours un art de finesse, qu'il n'existe point pour elle de livre de recettes, car c'est un art rationnel qui repose sur la pratique méthodique de quelques grandes opérations de l'esprit, qu'elle a, en un mot, sa dialectique propre qu'il convient de chercher à dégager. Fin de citation. Cette dialectique dont parle Marc Bloch tient fondamentalement compte du fait que l'ensemble des témoignages relatifs à un événement forment un continuum qui va du récit le plus lucide, le plus probant historiquement et le plus puissant littérairement, au texte le plus douteux, le plus perméable aux erreurs ambiantes, le plus chargé idéologiquement. Continuum au sein duquel la vérité toute humaine dont les témoins sont en quête se construit différentiellement. Tous les témoignages ne se valent pas. Pour autant, ce serait une erreur épistémologique de ne considérer que les bons textes, a fortiori de répudier les récits testimoniaux dans leur ensemble, au prétexte qu'il y en a beaucoup d'imparfaits. Aucun genre ne contient que des chefs-d'œuvre, mais concernant l'objet testimonial, éminemment complexe, ce serait commettre une erreur épistémologique d'isoler quelques textes du corpus, car les meilleurs témoignages tiennent toujours en même temps leur valeur de l'existence des plus mauvais. Voilà, donc je termine. Frédéric Rousseau et Rémi Casals le disent bien dans 14-18, Le cri d'une génération. Tous ceux qui ont vu la guerre de près sont susceptibles d'apporter leur contribution à notre connaissance de la guerre et des sentiments de l'homme en guerre, mais à des degrés divers qu'il s'agit pour le chercheur d'évaluer. C'est dans cette perspective que Jean Norton Crue avait rassemblé un tel corpus et proposé son expertise provisoire aux historiens en soumettant à leur sagacité des critères d'évaluation. C'est dans cette perspective également que linguistes et littéraires peuvent apporter leur concours aux historiens, car parmi les nombreux critères à considérer, certains se situent incontestablement du côté de l'analyse linguistique. Je vous remercie.